Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe en cette année 2022. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe très intéressante, c'est Bahreïn. Bahreïn Victorious, encore en 2023. Cette équipe aura toujours ce nom-là, qui est une équipe qui a fait une saison qui n'a pas été si facile que ça, avec la perte de Colbrelli, quand même, en début d'année. Donc il a fallu se remobiliser. Il y a eu des bons résultats. Il y a eu un Tour de France qui a été compliqué pour le général, mais où on a découvert un bon coureur. C'est une équipe, je trouve, qui est intéressante pour l'avenir parce qu'ils ont des coureurs intéressants. Milosevic, Fred White, Radjovic également. Et qu'on essaye quand même de rajeunir l'effectif. Ça, c'est une bonne idée, parce que l'effectif de la Bahreïn est un petit peu âgé sur les 2 dernières années. Et puis, tu rajoutes à ça des coureurs un Jack Egg qui n'a pas performé, mais blessé. Donc, c'est une année 2023 où je pense qu'il peut y avoir des résultats dans cette formation, même si on a toujours l'impression, avec la Bahreïn, qui sous-performe par rapport aux moyens mis en œuvre dans cette équipe. C'est-à-dire, vu l'argent déployé autour de la Bahreïn par rapport à UAE, parce qu'on fait toujours la comparaison, j'ai toujours trouvé que c'était un peu en dessous. Alors certes, ils mettent moins d'argent que les Émirats, mais Bahreïn, le sultanat, je crois que c'est un sultanat à Bahreïn, mais quand même beaucoup d'argent, et pour des résultats qui sont parfois un peu décevants par rapport à d'autres équipes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à mettre les coureurs que vous allez suivre dans cette formation, les 5-6 coureurs que vous allez suivre en 2023 du côté de l'équipe Bahreïn. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire pour l'année prochaine. N'hésitez pas à aller voir TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify. Et on commence tout de suite avec un petit retour sur la saison 2022 de l'équipe Bahreïn. Ça a commencé compliqué avec la fin de carrière de Colbrelli lors du Tour de Catalogne. On a bien senti que ça a quand même mis un petit coup de froid dans cette formation. Et puis surtout, il a fallu retrouver d'autres terrains de jeu parce que c'est vrai qu'ils misaient quand même beaucoup sur Colbrelli. Ensuite, bon, ils font un très bon Giro avec Bilbao et Landa. Ils font plutôt un beau début de saison correct, à part ils se sont quand même plantés sur Liège. Leur stratégie de course n'était pas bonne sur Liège. Et puis le Tour de France, début de Tour de France catastrophique. Et puis ensuite, on découvre Fred White. Et puis Vuelta intéressante également avec Fred White. Mais ça ne doit pas faire oublier que certains coureurs n'ont pas performé. Je pense à Gino Meder, Jack Egg notamment, qui n'a pas eu les résultats escomptés. Mais pas mal de jeunes coureurs, pas mal de coureurs que cette formation a découvert. Et c'est assez intéressant pour la suite parce que cette équipe a vraiment découvert des très bons coureurs et a mis le grappin sur des pépites pour le futur. Donc, je pense que c'est une équipe qui pourrait avoir des très bons résultats dans les années à venir. Alors, ça va peut-être pas se concrétiser cette année, et encore pourquoi pas pour certains. Mais je pense qu'il y a des coureurs qui vont être intéressants et on sent que c'est une équipe qui décide également d'aller sur le sprint également pour l'année prochaine. Et il y aura une belle bagarre entre les différents coureurs rapides de cette formation. Et puis on aura également des bons grimpeurs. Donc c'est une équipe très intéressante pour l'avenir. On commence tout de suite avec cette formation sur les résultats de 2022. Et pour rappeler que cette équipe a fini 8e du classement UCI sur l'année 2022, seulement l'année 2022, avec 9231 points. C'est moins bien que l'équipe Groupama, c'est moins bien qu'Intermarché. Mais c'est mieux qu'une équipe comme la Movistar, c'est mieux qu'une équipe comme EF, comme Bike Exchange. Donc voilà, elle est une sorte de deuxième peloton parce qu'elle est quand même un peu larguée par rapport aux trois de devant. Mais elle est voilà, dans un groupe quand même très intéressant avec la Groupama, avec Quickstep, avec AG2R également, avec Cofidis également qui est pas très très loin. Donc voilà, ça fait partie un petit peu du deuxième groupe, du deuxième peloton du côté des équipes. En termes de nombre de victoires, alors
Pour les victoires, je ne peux pas me fier à Pro Cycling Stats parce que les chiffres ne sont plus à jour sur Pro Cycling Stats sur l'année 2000. Enfin, il n'y a pas les chiffres de l'année 2022. Donc, j'ai décidé de me baser sur un site qui s'appelle Secure Ranking, mais forcément, les systèmes de calcul étant différents, on se retrouve à avoir un nombre de victoires qui ne correspond pas toujours. C'est le cas pour la Bahreïn, puisque je crois qu'ils ont pris en compte les victoires de Caruso sur le Tour de Sicile. Or, Caruso sur le Tour de Sicile était sous la bannière de l'équipe d'Italie. Donc, la Bahreïn est 9e en termes de nombre de victoires selon ce site, avec 25 victoires, c'est-à-dire à égalité avec la Lotto, devant une équipe comme Groupama, devant une équipe comme Cofidis, devant Intermarché également, mais ça veut dire qu'on a peut-être fait des victoires un peu moins qualitatives que pour d'autres formations, et ça se voit un petit peu au niveau des bons résultats. Alors, il y a eu la victoire de Mohoric sur Milan-San Remo, il y a eu la victoire de Landa, la 3e place de Landa sur le Tour d'Italie, vous avez également la 5e place de Bilbao. Voilà, il y a eu des très très bons résultats dans cette équipe. Et ça, donc, c'est très intéressant avec, c'est vrai, Mohoric qui a été très très bon sur les classiques hein, pendant toute l'année, hein, pas que sur Milan-San Remo. Pello Bilbao qui a été très régulier au niveau de ses résultats aussi. Et puis on a Fred White qui a apporté quelques belles places. Alors ça n'a pas marqué beaucoup de points, Fred White, mais c'était l'ancien barème. Avec le nouveau barème UCI, ça va changer un petit peu la donne. Mais l'équipe a... En fait, quand on regarde de plus près, on considère que l'équipe a été décevante. Or, en regardant de plus près, aller au niveau... c'est la 3e ou 2e meilleure saison quasiment de l'équipe. C'est mieux que 2020, c'est mieux que 2017. Voilà, aller dans ces standards, je dirais, habituels, cette équipe. C'est juste qu'en 2021, ils avaient surperformé à partir de mai, à partir de l'abandon de Landa sur le Giro. Ils avaient eu une réussite ensuite qui avait été exceptionnelle jusqu'à la victoire de Colbrelli. Ça a été moins le cas cette année. Bon, mais ils sont dans leur standard, ils font une bonne année. C'est pas une année, c'est une année correcte, tout à fait correcte pour Bahreïn. Mais c'est vrai que vu les moyens qui sont mis en œuvre, on attend toujours beaucoup de cette formation et c'est vrai qu'on est parfois déçu par cette équipe. On va regarder les victoires de l'année 2022. Donc comme je vous le disais, on a 25 victoires d'un côté, 21 en fait avec les maillots de l'équipe Bahreïn. À ces 22 victoires, on en rajoute 5. C'est-à-dire les 3 victoires de Caruso sur le Tour de Sicile, la victoire au niveau du général et sur l'étape 4 et sur l'étape 2. Les Islamic Solidarity Games sur le contre-la-montre avec Ahmed Madan. Et puis on a également la victoire du même Ahmed Madan sur le contre-la-montre U23 des championnats asiatiques. Du côté des victoires avec le maillot de la Bahreïn, eh bien on commence avec le Tour d'Arabie Saoudite, l'étape numéro 2 pour Santiago Buitrago. Le général du Tour d'Andalousie et l'étape numéro 4 pour Wout Poels. Phil Boaos pour la 7e étape de Tirreno Adriatico. Milan-San Remo pour Mohoric. Les championnats nationaux de Bahreïn, la course sur route pour Ahmed Madan. Pello Bilbao qui a remporté la 3e étape du Tour du Pays Basque et la 2e étape du Tour des Alpes, Dylan Teuns sur la Flèche Wallonne et la première étape du Tour de Romandie, l'étape numéro 17 du Tour d'Italie pour Santiago Buitrago, avec la première étape du Tour de Suisse pour Stephen Williams, on se souvient avec ce sprint en virage, les championnats du contre-la-montre de Slovénie pour Jan Tratnik, le championnat sur route du Japon pour Yukiya Arashiro, Santiago Buitrago, la première étape du Tour de Burgos, Phil Boaos pour l'étape numéro 5 du Tour de Pologne, Matej Govkar pour la 4e étape du Tour de Burgos, Pello Bilbao pour la 4e étape du Tour d'Allemagne, et puis Jonathan Milan, 2 étapes du Tour de Croatie, l'étape 1 et l'étape 2, et le général pour Mohoric lors de la dernière journée face à Vingegaard. Donc c'est plutôt une année intéressante en termes de victoire, même si c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il soit un peu plus présent sur les World Tour. C'est peut-être ce qui manque un petit peu, c'est sur les grosses courses. Voilà quelques résultats sur les grosses courses. On passe au transfert. Pas mal de changements du côté de la Bahreïn, avec pas mal de départs, pas mal d'arrivées également. Alors, parmi les départs, bien entendu, Sonny Colbrelli qui a pris sa retraite.
suite à ses problèmes cardiaques. Dylan Tuns qui a rejoint Israël, mais ça c'était dès le mois d'août. Jan Traknik a rejoint la Jumbo. Luis Leon Sanchez est de retour chez Astana. Domen Novak chez UAE. Xiong Kai-Fang qui a rejoint une équipe japonaise. Utsunomiya Blitzen. Stephen Williams qui rejoint Israël également. Et puis Alejandro Osorio qui lui n'a pas trouvé d'équipe, mais n'a pas vraiment performé. Du côté des coureurs qui arrivent, nous avons Andrea Pasqualone d'Intermarché, Niklas Arm du côté de la DSM, Dusan Radjovic qui était à la Coratec, Fran Milosevic qui était chez Cycling Team Fruili ASD, Sergio Tou qui est, je pense que c'est de Taïwan, si je ne me gourre pas au niveau des drapeaux, qui était également dans l'équipe Cycling Team Fruili ASD, Cam Roscott qui était chez Ara Pro Racing Sunshine Coast, Rainer Keplinger qui était chez Inco Advanced Cycling, et on a fait le tour. Et pour notre ami Sergio, oui c'est bien Taïwan, c'est un coureur qui a 25 ans, qui a fait pas mal d'équipes de Continental jusqu'à maintenant, avant d'atteindre cette équipe de World Tour. Il y a quand même des grosses pertes, je pense à Dylan Tuns, je pense à Domen Novak aussi, qui est un bon équipier. Forcément, Colbrelli, c'est une grosse perte. Après, Milosevic, Radjovic, ce sont des bons coureurs de Continental. Et puis Andrea Pasqualone, c'est un coureur qui est également très intéressant, même s'il a, je pense qu'il aura un rôle d'équipier, et c'est pas forcément le meilleur en tant qu'équipier. Pasqualone, demandez à Alexander Christophe, c'est pas le meilleur train qu'il ait eu, c'est pas le meilleur poisson pilote qu'il ait eu dans sa carrière. On passe à l'effectif 2023, 28 coureurs au départ dans cet effectif, c'est un peu moins qu'en 2022 où ils étaient 30. Avec deux coureurs qui étaient arrivés. Alors c'est vrai qu'Osorio avait quitté l'équipe, je crois, un peu plus tôt. Mais voilà, il y a eu quelques arrivées et départs, mais ils étaient un peu plus nombreux en fin de saison. Ils étaient 30. Donc là, ils ne sont que 28 en début de saison, avec un effectif qui va du plus jeune Fran Milosevic qui a seulement 20 ans à Heinrich Hausler qui a 38 ans, à égalité avec Yukiya Arashiro. Effectif qui a quand même rajeuni, avec pas mal de coureurs qui ont désormais moins de 25 ans. Ils sont 10 à avoir moins de 25 ans. On retrouve encore pas mal de coureurs à plus de 30 ans ou à 30 ans. Ils sont plus de 10 à avoir 30 ans ou plus dans cet effectif. J'ai peur qu'on ait un petit peu un choc de génération parce qu'ils ont très peu de coureurs aux alentours de 27-28 ans. Beaucoup de jeunes coureurs, beaucoup de coureurs âgés. Donc ça aussi, il faudra voir comment cette équipe va s'en sortir. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Parmi les coureurs à suivre, eh bien, je commence avec Mohoric. Du côté de la Bahrain Victorious, l'un des rares coureurs qui a 28 ans dans cet effectif. Mohoric, il a encore bien performé cette année, notamment sa victoire sur Milan-San Remo. 5e de Paris-Roubaix, il a été très bon sur les classiques. C'est là où il a vraiment très bien performé. 4e également du GPE 3. 9e de Gand. Sur les classiques, il doit encore travailler. Sur les classiques flandriennes, sur son placement. C'est encore là-dessus où il doit progresser. Un Tour de France qui a été un petit peu compliqué. Mais je dirais comme une grande partie quand même de l'effectif de la Bahreïn, et une fin de saison qui a été intéressante avec notamment sa victoire sur la Croix Race, deuxième de Grande Piemonte également, même s'il y a eu quelques abandons. C'est une année qui est intéressante, c'est une année où il y a eu des bons résultats. Je pense que Mohoric maintenant il a plus peur de se planter, ce qui était un peu son problème à une époque. C'est un coureur auquel on a mis quand même énormément la pression dans ses jeunes années. C'est un coureur auquel on misait beaucoup. Je me souviens notamment à la Lamprey, à Cannondale. C'est un coureur qui a mis beaucoup de temps avant de se stabiliser dans une formation. C'est le cas chez Bahreïn, vu que sa première saison était en 2018 dans cette équipe. Et il a beaucoup progressé. Et c'est vrai que par rapport aux résultats de l'année dernière, il fait deux très belles saisons d'affilée.
même si l'année dernière c'était encore mieux, ça reste une saison vraiment très bonne pour lui. Et puis avec une première victoire sur un monument, sur Milan-San Remo, ça c'est également très intéressant. Et puis en plus avec un coup tactique, voilà, avec cette selle télescopique qui en a fait rêver plus d'un et qui va, je pense, donner des idées à certains coureurs. Peut-être même sur Milan-San Remo cette année. Non, je trouve que l'année est quand même plutôt intéressante. Pour l'année prochaine, on attend encore mieux en fait de Mohoric. On attend des résultats encore plus dingues, des stratégies encore plus dingues et surtout, moi je l'attends sur les Flandriennes parce que j'ai trouvé qu'il a montré des belles choses cette année sur les Flandriennes. Donc j'attends de voir ce que ça va donner pour lui, qui devrait faire également les 3 classiques ardennaises et puis le Tour de France. C'est aussi un coureur qui peut être bon sur l'Amstel, hein. Parmi les courses qui peuvent vraiment lui convenir, l'Amstel ça peut être intéressant. Puis il sera là également sur les Strade Bianche selon le calendrier mis sur le site de Pro Cycling Stat. On continue avec Jonathan Milan. Il a fallu faire des choix au niveau des coureurs à suivre. J'ai hésité avec également un autre coureur, c'est Milosevic, qui m'avait impressionné sur le Tour de Sicile. J'ai pas mis non plus un mec comme Zambrani ou un mec comme Radjovic, qui je pense peut être un coureur qui peut vraiment être intéressant. J'ai décidé de mettre Jonathan Milan parce que c'est un coureur moi, qui m'a impressionné sur la Croix Race. Qui m'avait aussi impressionné dans son travail d'équipier sur le Tour de Pologne. Coureur qui vient de la piste, qui est dans l'équipe de poursuite italienne, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui a des qualités qui sont assez exceptionnelles. Alors déjà, c'est un sprinter long, mais comme on n'en voyait plus trop, c'est un sprinter qui est capable de faire 350-400 mètres facile, à haute intensité, et qui passe extrêmement bien les bosses, malgré son gabarit, parce que 1m94, 84 kg, c'est quand même un mastodonte, hein. Le vélo est tout petit entre les cuisses de Jonathan Milan, et c'est un coureur qui est impressionnant, notamment sur le Tour de Croatie. C'est l'étape en montée, ça devait être Prismosten, voilà, cette étape numéro 3 où il fait quand même un sacré numéro dans la bosse. C'était une bosse en gravier avec des très forts pourcentages. Il s'en est très très bien sorti sur cette étape-là. Et sur la Croix-Race, il fait 14e du général. C'est un coureur qui est très très intéressant, je trouve. Il a peu couru sur la route parce qu'il a que 37 jours de course dans les pattes. Du fait qu'il fasse également de la piste. Mais là, l'année prochaine, on va le voir notamment sur le Saudi Tour, sur Milan-San Remo, sur Paris-Roubaix. Ça va être très intéressant. Parce que aussi sur les classiques pavés, vu sa manière de passer les bosses, de s'en sortir sur les graviers, c'est un coureur qui je pense peut être très intéressant sur ces classiques pavés, et pas que sur Paris-Roubaix, peut-être également sur le Tour des Flandres et autres, parce qu'il a des qualités pour passer les bosses, pour se mettre vraiment à fond. Il a, je pense, une très très bonne résistance à l'acide lactique. Jonathan Milan, donc c'est un coureur qui est très intéressant. Moi, c'est un coureur que je vais vraiment suivre l'année prochaine. Fred White, également un coureur que je vais suivre l'année prochaine. Coureur qui est très polyvalent, 23 ans, seulement 23 ans. On l'a vu dans énormément d'échappées cette année sur les 2 grands tours. Pour moi, c'est vraiment le coureur qui m'a marqué. C'est l'une des révélations de la saison, je trouve, Fred White. Il lui manque juste la victoire en fait. L'année dernière, pour vraiment que ça soit fantastique, mais le nombre d'échappées qu'il a réalisé, Fred White était assez dingue. Deuxième des Jeux du Commonwealth sur le contre-la-montre, 5e de la course sur route aussi, deuxième de l'étape de Saint-Étienne sur le Tour de France, troisième de l'étape de Bilbao et de l'étape de Cistierna, et deuxième à Talavera de la Reina au sprint. Face à Mats Pedersen aussi, hein, parce qu'il a des belles qualités de sprinter. Présent également sur quelques classiques belges, 7e du dernier Tour des Flandres aussi. Voilà, c'est un coureur qui a des très belles qualités. Je pense que c'est un coureur qui, sur un Milan-San Remo, doit pas être mal. Fred White. Et également sur une Amstel. Coureur qui est mi-puncher, mi-sprinter et très bon baroudeur. Fred White, c'est un coureur qui a vraiment des très très belles qualités. Moi j'aimerais le voir sur un Milan, pourquoi pas sur des Strade Bianche aussi.
Et puis on le reverra sur le Tour de France normalement, Fred White, mais un coureur très bon, très très bon. Vraiment un baroudeur comme on n'en fait plus beaucoup, Fred White, donc c'est intéressant de le voir. C'est un coureur que je vais suivre également avec beaucoup d'impatience. Mikel Landa, certains le pensaient fini. Il nous a montré l'année dernière qu'il était toujours présent. Mikel Landa, dernière saison chez Bahreïn, enfin dernière année de contrat chez Bahreïn. Il y aura des objectifs pour Mikel Landa, le Tour de France cette année, le début de saison également avec le Tour du Pays Basque. Ça sera un objectif bien entendu pour l'Espagnol. Et puis moi aussi, Liège, je pense que c'est un coureur. L'année dernière, ils se sont quand même vraiment plantés sur Liège du côté de Bahreïn parce qu'ils ont pris la course à l'envers. Ils étaient en surnombre et ils ont très mal joué le surnombre à 50 bandes de l'arrivée. Parce qu'à 50 bandes de l'arrivée, tu voyais difficilement comment on pouvait les battre. À 30 bandes de l'arrivée, il n'y avait plus personne. Il y avait Remco Evenepoel devant avec Vlasov à sa poursuite. Et eux, ils étaient complètement éclatés de partout. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un coureur qui a quand même des qualités de puncher, Mikel Landa. Alors même si c'est pas le plus grand puncher, ça marche pas suffisamment pour la Flèche Wallonne. Par contre, pour Liège, il a des qualités vraiment qui sont bonnes. Et je pense à son attaque l'année dernière à moins de 50 bornes de l'arrivée où il fait une attaque monumentale. Où il met vraiment toute l'équipe, toute l'équipe Bahreïn, même dans le rouge, le moment où il fait son attaque. C'est un coureur qui a fini 3ème du Tour de Lombardie également. C'est un coureur qui a des très belles qualités. 3ème du Tour d'Italie, 15e du Tour d'Espagne, même si ça a été un petit peu plus compliqué pour lui sur ce Tour d'Espagne. 11e du Tour des Alpes, 3e de Tirreno Adriatico. Voilà, il y a quand même eu des bons résultats avec 67 jours de course dans les pattes. Il finit en plus sur une bonne note avec le Tour de Lombardie. Il devrait débuter au Tour de la Communauté de Valence début février. Une course qu'on suivra également, qui est une course assez intéressante du début de saison. Voilà, il y a pas mal de courses en début de saison cette année, donc on sera sur différents fronts. Ça sera un sacré bordel, parce qu'il y aura également le Saudi Tour à la même période, et les championnats du monde de ski alpin aussi. Donc mois de février qui sera chargé aussi. Il n'y a pas que le mois de janvier qui va être chargé. Mais du côté de Mikel Landa, c'est un coureur qui vraiment m'intéresse énormément. Je pense que c'est un coureur qui a vraiment des qualités pour faire des très très belles choses. Pello Bilbao, il est un peu dans l'ombre presque de Landa, mais il fait quand même 5e du Giro. Vainqueur, 2e du Tour d'Allemagne, malgré un prologue, et on sait que c'est pas forcément sa spécialité. 9e de Montréal, 12e de Québec. En fait, il y a très peu de résultats en dehors du top 15 sur la saison de Pello Bilbao. Il a fait preuve d'une très grande régularité, 4e du Tour des Alpes, 5e du Tour du Pays Basque, 9e de Tirreno Adriatico, 3e de l'UAE Tour, 5e l'Estrade Bianche, 11e du Grand Prix Miguel Indurain, 13e du Tour de la Communauté de Valence. Super régulier pendant toute la saison. Lui, il va débuter dès le Tour de Lander, et sur le Tour de Lander, il a les qualités pour faire un bon résultat. On le verra sur la Flèche Wallonne, sur le Tour de France, sur l'Estrade Bianche, sur le Tour du Pays Basque également normalement. Pello Bilbao, qui est né à Guernica. En Espagne, et c'est un coureur qui a fait des très belles choses, 3e également du Tour de Pologne. On peut même se dire pourquoi ils ne l'ont pas mis sur le Tour d'Espagne, parce que quand tu fais 3e du Tour de Pologne, 2e du Tour d'Allemagne, ça montre qu'il était encore très frais sur la deuxième partie de saison. Ils l'ont fait arrêter très tôt, dès le 11 septembre il a arrêté sa saison. On aurait peut-être pu l'emmener sur d'autres courses. Le coureur de la Bahreïn, c'est presque frustrant. Après, on s'est peut-être dit également qu'avec 67 jours de course dans les pattes, il fallait pas trop le fatiguer parce que l'année prochaine, on aurait besoin de lui en 2023. Il a encore 2 années de contrat. Pello Bilbao qui a 32 ans et qui, je pense, a encore des petites capacités de progression parce que c'est un coureur qui a mis du temps avant de s'affirmer. Il a fallu attendre qu'il arrive chez Astana vraiment pour qu'il fasse des très très gros résultats, même chez Cara Rural, chez Euskaltel. C'était pas un coureur vraiment qui était très impressionnant, et c'est vraiment chez Astana où on l'a vu vraiment avec des très très belles qualités, et puis maintenant chez Bahreïn ça marche très très fort. Et puis je termine avec Jack Haig, saison pas bonne en 2022 où il a raté son objectif majeur qui était le Tour de France, abandon.
Mais il y avait quand même enfin, 5e du Critérium du Dauphiné, 6e de Paris-Nice, 6e également du Tour d'Andalousie. Sur les courses par étapes, ça reste quand même un coureur très très intéressant. Je pense que c'est un coureur de 3 semaines. Il aime quand c'est long, il aime quand c'est dur. Jack Haig, maintenant, il faudra qu'il n'y ait pas trop de malchance. Il a quand même déjà 29 ans, donc on attend de lui quand même des résultats désormais, Jack Haig, dans les années à venir. Parce que voilà, à 29 ans, on attend qu'il performe. C'est vrai que c'est un coureur qui a fait quand même 3e de la Vuelta en 2021. Donc c'est un coureur qui a les qualités pour faire des très très bons résultats. C'est un peu le spécialiste de Paris-Nice également. Toujours dans le top 10 de Paris-Nice. 6e également du Tour de Lombardie. Et 2 fois 5e du Critérium du Dauphiné. Mais c'est un coureur voilà, qui a les capacités de faire des grandes courses. Le Tour d'Italie, on verra. C'est une course qui réussit plutôt à la Bahreïn ces dernières années. Donc ça devrait être intéressant pour Jack Haig, parce que les 2 dernières éditions, ils ont fini sur le podium du côté de la Bahreïn avec Landa et Caruso. On passe au maillot. Le maillot de la Bahreïn Victorious change légèrement, mais vraiment légèrement, avec l'apparition d'un peu plus de noir sur ce maillot. Et puis toujours les 2 bandes bleues sur les côtés qui dénotent assez fortement par rapport au reste de la tunique. Ça fait un peu, ça choque un petit peu l'œil à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître par rapport à Arkea, par rapport à Ineos également, qui auront des couleurs rouges l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a pas mal de rouge dans le peloton. Il y a du bleu foncé et du rouge. Donc il y a des équipes, ça va être compliqué à voir. Et la Bahreïn Victorious, voilà, on verra comment cette équipe arrivera à montrer son maillot à l'avant de la course. Mais je pense qu'on arrivera quand même à la reconnaître. Les bandes bleues, ça permet quand même de reconnaître pas mal le maillot de la Bahreïn. Petit indice pour vous dans l'écran. Quand vous voyez les bandes bleues, normalement c'est la Bahreïn. Surtout car Arkea a aussi des bandes bleues, mais qui sont déjà un peu plus turquoises du côté de Arkea. Et puis surtout, elles sont beaucoup plus fines sur le partenariat avec Bianchi pour 2023. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!